Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce premier épisode de 2025 de Hoop Culture. Pierre et moi commençons par vous souhaiter la meilleure année possible. Plein de sons, plein de films, plein de baskets bien sûr, à mettre au pied, à regarder à la télé, à aller jouer avec vos propres membres, s'ils sont toujours, en tout cas s'ils fonctionnent mieux que les nôtres, avec un ballon, tout ça, plein d'amitié. On vous souhaite aussi moins de saloperies à travers le monde, même si c'est pas super bien embarqué pour l'instant, mais en tout cas, force à vous, force à nous. Pierre, je suis ravi de te retrouver. Ça fait plus de 2 semaines maintenant qu'on n'avait pas eu l'occasion de discuter en live. Tout d'abord, comment ça va, toi? Est-ce que tu as passé de bonnes fêtes? Est-ce que tu reviens rechargé pour cette nouvelle année 2025? Comment tu abordes les choses? Un peu inquiet, hein. Tu sais, Canada, Panama, Samama, je suis à deux doigts de me faire annexer par les États-Unis. Donc Attention, je suis un peu ils vont peut- emmerdé. Ouais, ils vont peut-être renommer Marseille The Old New York ou un truc comme ça, méfie-toi. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc on va faire attention sur ce point-là. Écoute, ça va, hein, des bonnes fêtes. Tu m'as bien manqué. Vous nous avez tous manqué. On avait des choses à vous partager, à vous raconter. On a réfléchi à tout ça. On a fait un break aussi, on va pas vous mentir. On n'a pas, j'ai pas été très assidu sur le fait de regarder des matchs NBA pendant une dizaine de jours. Et voilà. Mais on s'y est remis, et on s'y est bien remis au podcast. Voilà, je me suis écouté votre spécial Victor hier. Alors on enregistre jeudi, donc c'était hier mercredi. Donc voilà. Donc tout va bien, écoute, je me remets dans le bain, tout doucement. Eh ben écoute, moi, c'était un petit peu par moment, en fait. Il y a des moments où j'ai beaucoup regardé de basket, des moments où j'ai coupé un peu pendant mes petits congés. En tout cas, j'en ai profité pour me remettre un peu à jour des lectures que j'avais pas pu faire pendant, voilà, quand on est dans le gros de l'activité. Je t'avoue que c'est toujours mon grand plaisir, en fait, en vacances, c'est pouvoir couper un peu les écrans malgré tout et me plonger dans des bouquins. Je sais que tu as une longueur d'avance à chaque fois sur moi, là, quand je vois chaque semaine le nombre de livres que tu nous présentes, donc j'ai pu me remettre un petit peu à flot. Ça, c'était cool. Bon, et puis on vous a préparé une thématique pour cette semaine, bien évidemment. J'en profite moi aussi pour vous souhaiter donner mes meilleurs voeux et tout ce qui va avec, et on espère participer à cette année 2025 au mieux avec vous et vous donner des envies de plein de bonnes choses à découvrir ou redécouvrir. Et puis, on n'a pas regardé beaucoup de basket, mais moi j'ai vu un top 100 surtout qui m'a tapé dans l'œil et dans le cœur à plein d'égards. Le top 100 que la NBA avait établi sur les 25 dernières années. Et donc, avec Théo, on s'est dit, et si on débriefait ce fameux top 100 et qu'on revenait sur les 25 dernières années, sur ces actions iconiques. Donc voilà, on va en parler un petit peu. Mais tu sais qu'avant, Théo, j'aime bien toujours te mettre dans le bain, une sorte d'échauffement pour te faire les poignets. Dis-moi comme ça, parce que comme tu l'as Comme dit, dans White Man Can Jump, là. on était un peu rouillax. Donc, je te propose un petit jeu et un petit choix d'équipe. Est-ce que tu préfères sur ces 5 équipes, laquelle tu choisis? Est-ce que tu choisis la Team Force avec Karl Malone, Giannis Antetokounmpo, David Robinson, le Shaq et LeBron? Est-ce que tu préfères la Team Speed avec Russell Westbrook, Derrick Rose, De'Aaron Fox, Allen Iverson, John Wall? D'accord. La Team Détente avec Vince Carter, avec Ja Morant, Michael Jordan, Zach LaVine et Gerald Green. Plutôt pas mal. La team Sniper avec Ray Allen, Steph Curry, Reggie Miller, Klay Thompson et Kyle Korver. Ou est-ce que tu préfères être la team Pickpocket de la ligne 14, à savoir John Stockton, Gary Payton, Allen Iverson, Chris Paul et Dyson Daniels? Waouh, c'est dur comme choix. Tu sais, au début, quand tu as commencé Team Force, j'ai cru que tu allais me dire Team Force, Team Flight, Team Air Jordan. Tu allais me faire ça par type de modèle de sneakers. C'est dur. Tu peux me redire qui y avait dans la team détente? Il y a Morant, Jordan, ça? Jordan, Carter, Lavine et Green. Pas Ouais, je vais Draymond, prendre, Gerald Green. ouais, je vais prendre celle-là quand même. D'accord. J'aurais pris celle-là aussi.
Mais c'était pas si simple. Pas si simple comme choix, parce que dans la Team Speed, en fait, t'as bien fait tes 5, parce qu'à chaque fois, il y a des joueurs que j'adore et des joueurs bof. Donc c'était pas si simple de choisir. Le seul qu'on trouve 2 fois, c'est ton idole Allen Iverson qu'on Et oui. trouve dans la Team Speed et Speed. la Team Pickpocket. Ouais, Donc, j'ai voilà. hésité du coup. Principalement à cause de lui, j'avais hésité à prendre la Team Speed. Alors, on va passer sur ce fameux top 100 qui a été proposé par la Ligue avant de voir un petit peu le décompte et de voir ce qu'on a retenu et les actions qu'on a retenues de tout ça. J'ai fait mon Shaimamou, c'est-à-dire faire les analyses et sortir des stats de ce top. Donc sur les 100 actions, on y retrouve, alors sans grande surprise quand même, on y retrouve 10 fois LeBron, on y retrouve 7 fois Kobe. Combien de fois, à ton avis, on y retrouve Steph Curry? J'aurais dit au moins 5 fois. Au moins 3 4 ou 5 fois. fois, j'aurais dit. Ouais, 3 fois, tu vois, Trois j'étais... fois, Ouais. c'est-à-dire qu'autant qu'Anthony Edwards, autant que Ja Morant, c'est 3 fois plus que KD, qu'on ne voit qu'une fois dans ce top Ok. 100. On voit Shaq 2 fois, on voit Vince Carter 3 fois, Allen Iverson 2 fois, Jokic 2 fois, on voit pas mal Dwayne Wade, je crois 4 ou 5 fois, et, euh, et puis Edwards aussi qu'on voit 3 fois. Donc voilà, on parle de joueurs spectaculaires. C'est plutôt bien réparti. Il y a à peu près, d'après ce que j'ai compté, il y a entre 27 et 30 game winners et une trentaine de dunks. Voilà, et la victime expiatoire la plus absolue de ce top 10, c'est Tim Duncan, qu'on retrouve 4 ou 5 fois en train de C'est se vrai. faire éclater. Soit il se prend un dunk, soit il se prend 13 points en 39 secondes. Enfin, voilà. Donc, on le voit pas mal les bras en l'air, un petit peu emmerdé, notamment sur une action. Alors, mais que j'avais complètement sorti de mon esprit sur un alley-oop de Dwight Howard au Ah buzzer oui. pour la victoire. J'ai complètement zappé cette action. Je sais même Et, pas. J'ai zappé au point que je savais même pas si je l'avais déjà vu. et carrément, en fait, j'avais complètement oublié aussi cette action quand tu parlais de poster. J'ai cru que tu allais parler de celui d'Amaris Stoudemire, mais pour le coup, je me Ah bah rappelais que ouais. c'était un petit peu la bête noire de Tim Duncan. Hein. Enfin, j'avais le sentiment que Duncan trouvait jamais vraiment la solution pour freiner Stoudemire, mais effectivement, ce alley-oop sur une remise en jeu là, de Turkoglu, là, magnifique, Mm. du Magic, ouais. Ah ouais, et c'est là où on voyait le côté athlétique de l'un et plus dans les fondamentaux de l'autre que le côté athlétique. Parce qu'il y avait une différence de détente qui était assez spéciale. Alors ce top 100, il démarre avec quelqu'un dont on a beaucoup parlé cette semaine, c'est Derrick Rose, qui va exploser et éviscérer toute l'équipe de Miami sur une action où il part côté gauche et il va dunker férocement. Voilà, c'était une belle semaine pour Derrick Rose en plus. Très émouvant, toutes ces vidéos. J'espère que vous avez vu celle également où le staff des Bulls lui annonce que l'année prochaine, donc, on retirerait son maillot. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Il était très ému, D-Rose. Et j'ai adoré, puisqu'il jouait contre les Knicks, les t-shirts qui étaient portés également par les joueurs des Knicks, Ouais. où ils portaient à la fois le numéro, le 1, il y avait le 20, j'ai oublié le numéro qui portait, c'était 25 qui portait à New York. Non Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, oui. il Oui, y avait c'est le même si... 25, 1 et le 25 de Simeone. Donc, Ouais. je trouvais ça pas mal. Ils n'avaient pas mis le 50 de Minnesota, heureusement. Mais en tout cas, voilà, c'était ni le 4 des Cavs. Je crois qu'ils jouaient avec le 4 ou je sais plus avec quoi ils jouaient au Cavs. Mais voilà, je trouvais que c'était un bel hommage. Et surtout, ça laisse voir une fois de plus l'impact qu'a pu avoir Derrick Rose dans la formation de tous ces jeunes joueurs qui sont là aujourd'hui et dans l'esprit de tous ces jeunes joueurs. Le legacy de D-Rose qui est impressionnante pour un joueur qui a été MVP, puis après, ça a été, je ne vais pas dire un long chemin de croix, mais presque, entre les blessures et le fait qu'il ait rien gagné, il n'ait même pas fait de grosses campagnes de playoffs derrière sa période Bulls. Donc voilà, moi je trouve que c'est un personnage éminemment attachant qu'on adore. Et de voir, voilà, quand Joachim Noah disait c'était le People's Champ, c'était beau à voir. Ouais, carrément. Et tu sais, pendant longtemps, je me suis dit, bon, bah, ça va être au final, ça sera forcément le seul MVP ou ancien MVP à pas intégrer le Hall of Fame.
En fait, il a une telle cote de popularité que Ah je ouais. suis plus du tout aussi sûr de ça, que j'en suis plus du tout aussi sûr. C'est vrai que c'était marquant à la fois. Alors, c'était sympa de voir. Le premier que j'ai vu avec le t-shirt du côté de New York, c'était Karl Anthony Towns, qui a joué un peu avec lui avec Minnesota. C'était plutôt cool. Et il se trouve que les Bulls ont gagné. C'était une belle victoire des Bulls face aux Knicks. Et j'ai trouvé très sympa Zach LaVine qui. Alors qu'on lui posait une question sur le match, a commencé par parler de Derrick Rose, et notamment de l'impact qu'il avait eu, alors que au bout du compte, à part le fait que LaVine joue maintenant à Chicago, il n'y a pas de lien du tout entre Zach LaVine et Derrick Rose. C'est simplement, comme tu le disais, l'un de ces joueurs qui a grandi en ayant vu ses saisons de MVP, les belles saisons avec Chicago. Et effectivement, c'est vraiment marquant, surtout pour un joueur qui est aussi discret finalement, taiseux, de voir comment il a pu toucher les gens au travers des générations, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'était le numéro 100. On va, si tu veux, faire chacun ce qu'on a un petit peu vu. Moi, ce que j'avais vu, c'était la 97 et je l'avais oublié celui-là. Et j'avais oublié la puissance physique de Josh Smith. Ouais, avec son bras gauche, là. Ouais. Quand il partait au Thomas, là, il prenait appui sur un pied et qui montait, mais c'était quelque chose, hein. C'était difficile à arrêter, hein. Bah ouais, parce que, en fait, c'est vrai que c'était un tank, en fait. C'était au-delà de la détente, c'était vraiment un tank, ce gars. Et ouais, quelle carrière bizarre, quand même, ce Josh Smith, où pendant des années, tu sais, au moment du All-Star Game, on se dit, Josh Smith, c'est quand même il se fait snobber, notamment quand il était à Atlanta, on disait, quand même, il aurait mérité une place et tout, espèce de joueur 3-4 tweener, comme on disait à l'époque, avec pas vraiment un poste précis, bon passeur, etc., mais finalement qui faisait pas forcément gagner son équipe, qui était incapable de foutre un shoot, et au bout du compte, qui a été l'un des artisans de la destruction des Clippers dans une série de playoffs Rockets Clippers, parce qu'il avait planté un nombre de tirs à 3 points incroyable. C'est vraiment ouais, joueur étrange jusqu'au bout. Josh Smith. Mais exactement, vraiment impossible pour moi. Tu me dis, donne-moi une note à Josh Smith. C'est ça. Il est forcément soit surcoté, soit sous-coté. C'est impossible de le côté. Tu vas lui donner normalement. une note un peu, tu sais, genre un 13,5, tu sais, le truc, tu sais jamais. T'es vraiment pas. Tu sais pas si tu oses le dire à tes parents ou pas que tu as eu 13,5. Mais tu vas dire, ouais, mais attends, le reste de l'équipe a 8. Donc moi, j'ai 13,5. Donc c'est plutôt pas. La moyenne, c'est 11. J'ai 13,5. Tu vois. Très bonne analogie. Mais surtout à cette époque-là. Alors, moi, qu'est-ce qui m'a marqué? Alors, je me rappelle plus. Bon, il y a deux choses. Je vais commencer par la première. C'est fou parce que pourtant, je l'ai vu dans son prime, mais le monstre physique qui était Amar'e Stoudemire, c'est quand même un truc monstrueux. Et notamment, il y a l'action dont je te parlais face aux Spurs, mais il y en a au moins une ou deux autres. Et notamment un dunk où j'avais oublié à quel point il était haut au moment de dunker. Je me demande si c'est pas sur la tête de Joel Anthony, un truc comme ça qui était au hit. Et c'est vrai que c'était un monstre athlétique hors norme. Ah, puis c'était appel 2 pieds, hein. Alors lui, là, on parlait Ouais. d'appel 1 pied. Lui, Ouais. c'était 2 pieds, badaboum. C'était. Il y a pas mal d'actions, notamment, on voit le duo avec Steve Nash, parce qu'on voit Steve Nash apparaître 2-3 fois sur des passes Ouais. complètement dingues. L'avantage, c'est que sur 25 ans, on voit quand même des belles légendes. En 91, on a Reggie Miller qui met un de ses fameux game winners vraiment au buzzer loin avec son shoot avec les deux mains qui finissent presque comme ça. Donc c'est toujours sympa de voir Reggie Miller. Mais surtout, moi, ce qui m'a tout de suite parlé, c'est quand même, on voit des joueurs générationnels. Donc sur 25 ans, on peut dire que c'est pratiquement une génération. Et on voit pas mal Kyrie quand même. On voit Kyrie notamment quand il joue je crois que c'est contre Milwaukee, sur ce parquet complètement orange là, et Oui. il est entouré de je ne sais combien de personnes, et il s'en sort. Et tu vois, je trouve que ces highlights de Handle là, alors encore une fois, avant, je les vois, les petits floppers, sortir les doigts pour commencer à s'énerver. C'est que tout ce qu'on dit est totalement subjectif, mais je les trouve plus, je sais pas comment te dire, plus maîtrisés, les highlights de Kyrie quand il transperce ces défenses-là, et que ceux de Steph. Où j'ai toujours l'impression que, par exemple, cette fameuse, elle est classée très très haute, cette action où il slalom entre les Clippers, ou celle où Chris Paul marche sur son pied, tombe, et qui est classée très très haut aussi.
Et j'ai limite l'impression que c'est. Alors, tout est maîtrisé, attention, hein, j'ai jamais dit que c'était la chatte à Dédé. Hein. On n'en est pas. Mais j'ai j'ai l'impression J'étais pas prêt du tout. j'ai l'impression quand même qu'il y a plus de réussite dans ces slaloms de Steph Curry qui finalement ça passe entre deux doigts, deux jambes que Kyrie qui fait ça à la vitesse de l'éclair. Et voilà, c'est une simple impression, mais ce Kyrie qui mystifie tous les Bucks là, mais enfin, et après il passe donc un premier rideau et il finit en l'air, enfin, la maîtrise du corps sur la prise d'impact, elle est folle. Ouais, c'est clair. Il se retrouve face à Malcolm Brogdon. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ce que dit également le commentateur, c'est que au moment où Kyrie marque, le commentateur dit, j'allais dire très bonne défense, parce qu'effectivement, Malcolm Brogdon fait vraiment tout le taf. Super. Il reste devant lui, il y a une net qui vient et Kyrie arrive à sortir une espèce de reverse qui lui permet de se retrouver face au cercle. Mais ouais, de toute façon, là, le contrôle du corps de Kyrie Irving, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment complètement hors norme. Tu parlais, tu sais, de manipulation de ballon. Il y a une action que j'avais complètement oubliée, moi, de Joe Johnson, qui se retrouve en isolation face à Paul Pierce. Il fait tomber Paul Pierce, mais il dribble tellement bas, Joe Johnson. Il est vraiment. Si vous voyez l'action, il enchaîne des dribbles qui doivent être entre 5 et 10 centimètres du sol. On dirait un exercice de manipulation de ballon que tu fais, ou enfin que tu fais, que moi j'essaie de faire tout seul. J'en fais 3 et puis après je perds la balle, bien sûr. Mais droite-gauche, à 10 centimètres du sol, il fait tomber Paul Pierce et derrière il arrive à prendre un tir en allant vers sa droite. J'avais complètement oublié cette action et c'est vrai que moi j'ai adoré Joe Johnson. Tu vois, même son court passage à Boston avant qu'il soit tradé à Phoenix, je l'avais trouvé très bon dans sa saison rookie. À Phoenix, il était très bon. À Atlanta, il était exceptionnel. C'est un joueur vraiment que j'ai beaucoup aimé. Et au bout du compte, tu vois, qu'on n'aura pas laissé de traces à part pour les gens qui l'ont vu jouer, mais tu vois, il a aucun, j'imagine qu'il a aucun record. Tu vois, son numéro sera retiré nulle part. C'est pas forcément un joueur qui aura marqué l'histoire, mais ouais, c'est un joueur que j'ai adoré tout au long de sa carrière. Quel surnom le plus individualiste de l'histoire. Mais qui était un. Joe. Qui était un. Ouais, putain, c'est fou. Mais on se rend pas compte combien tous les joueurs NBA sont des manieurs de ballon. Et c'est vrai que là, pour un joueur, parce qu'il est quand même grand, hein, Joe Johnson, Ouais. il est à ça du sol. Et puis, enfin, s'il n'y avait pas le bruit du public, ça aurait fait. Enfin, il le fait à une vitesse avec juste deux doigts comme ça. Ce qu'on arrive. Oui, on peut le faire 3 fois. Après, on a une crampe, une tendinite. Jusque-là, où ta femme va te dire pourquoi tu parles pas. Non, j'ai mal jusqu'au cervical. Et du coup, non, du coup, ouais, c'est assez impressionnant. Et il y a un highlight aussi de Steve Francis, tu sais, qui décide de faire tomber quelqu'un, là, Ouais. qui remonte, qui part, qui remonte. Et pareil, quand il repart, le ballon, tu as l'impression qu'il le fait rouler comme s'il il mettait le doigt sur un piano et il faisait toute la gamme du piano d'un coup. Voilà, pareil, tu as l'impression c'est merveilleux. C'est l'impression que la balle rebondit sur l'eau. C'est super, ils font des ricochets en fait. C'est magnifique. Le J'en premier. profite parce que tu parlais de Steve Francis. Tu sais, il y a des phases. Alors, des fois, ça peut être des actions, mais c'est plus dur. Mais il y a des petites phrases de trash talk qu'on connaît, qui sont historiques. Et moi, je prenais un plaisir à essayer de placer en match avec des potes, hein, pas en vrai match, mais tu vois. Et il y en a une de Steve Francis, quoi. Je me rappelle il est participé à un All-Star Game. Il a fait plusieurs, mais je pense que ça doit être son premier All-Star Game où il fait une interception et au moment où il attrape le ballon, tu l'entends. Je sais plus s'il avait un micro sur lui ou si les micros étaient très près, mais tu l'entends qui dit I need that. Genre, j'ai besoin de ça. Genre, excusez-moi, j'en prends juste ce ballon et je pars. Et c'est une des phrases que je préfère, que je me suis plus éclaté à essayer de replacer dans des matchs entre potes. Genre, excuse-moi, j'ai besoin de ça. Hop, prendre la balle et partir de l'autre côté. Donc, c'est vrai. Steve Francis, encore un joueur dont le prime a été incroyable, mais incroyablement court. Ah ouais, c'était vraiment des passages éclairs. Le premier highlight de Kobe, il est à la 87e passe. C'est une passe. Incroyable. C'est une des seules. Mais Quelle passe. voilà, quand il pénètre dans la ville. Alors, il lâche la même pour chaque quelques années plus tôt, avec cette fameuse photo, mais là, il lâche un bonbon pour Ronny Turiaf, qui en fait des caisses en mettant un dunk derrière et qui tombe par terre. Mais voilà, c'est superbe action là-dessus de Kobe. Ouais, bah ouais, et puis l'autre dont tu parles, bien sûr, face aux Blazers, là où il lâche la fameuse passe de alley-oop
pour chaque match déterminant dans l'histoire des Lakers, tout simplement. C'est ce qui lance quand même, ce qui leur permet de lancer le tripit, puisque derrière, ils participent en finale. Oui, ça, c'était. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait pas mal de Kobe dans ce classement. Là où la NBA a un petit peu triché, quelque part, c'est qu'il y a aussi. Mais bon, je me plains pas, hein, mais il y a des moments aussi où c'est pas juste des actions, c'est un ensemble d'actions. Donc on voit un ensemble d'actions de son match à 81 points. De la même manière, on voit les 13 points de T-Mac, c'est pas une action. Enfin, face aux Spurs, ça, c'est pas une seule action, c'est plusieurs actions, mais qui sont déterminantes. Mais. C'était assez sympa aussi de revoir, en fait, tu vois l'évolution sur ces quelques actions, de l'évolution de Kobe entre le numéro 8 et le numéro 24, au fur et à mesure où tu sens qu'il y a quand même de plus en plus de maîtrise technique, etc. Ouais. Alors symboliquement, oui, alors les 60 points, ils les mettent à la 60e place, parce que c'est quand même un moment important. Par contre, je les ai trouvés durs, la NBA, avec... alors, c'est pas une action spectaculaire, mais qu'est-ce qu'elle est importante. 86e place. Le fameux lay-up de main gauche de Dirk Nowitzki sur toute l'équipe du 8 pour relancer la finale à 1-1 après avoir été à moins 15 quelques minutes plus tôt. Je trouve que c'est quand même un moment, enfin un game winner qui est ultra important, qui est clutchissime en finale en plus. Et je trouvais ça dur de le mettre si haut. Ouais. Si loin du top, tu veux dire, ouais, 86e. Ouais, effectivement, l'action est pas. T'as raison, parce qu'en fait, l'action est pas si spectaculaire que ça par rapport à. Mais c'est l'importance, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'elle est technique, cette action. Il s'arrête, il repart main gauche, il met un lay-up en haut parce qu'il y a l'aide qui arrive derrière. C'est vraiment la palette absolue d'un gars qui fait plus de 2 mètres, qui fait 2m10. Ouais, je suis admiratif de ça. Non, c'est vrai. Et la dureté, moi, ce qui m'a frappé, tu vois, en voyant cette action, c'est sa dureté, en fait, dans le contact. Et on en parlait un petit peu avec Shai et Antoine dans notre podcast sur Victor Wembanyama, le fait que pour l'instant, il soit quand même plus à l'aise loin du cercle. Et à un moment, je faisais cette comparaison avec Dirk Nowitzki, qui lui aussi a été de plus en plus à l'aise près du cercle à mesure qu'il prenait de l'âge, qu'il prenait du muscle, qu'il prenait de la force. Et sur cette action, c'est hyper frappant. Tu vois, il met vraiment un tampon sur son reverse à Chris Bosh pour pouvoir ensuite aller finir très très fort vers le cercle. Et ça, c'est pas une action que Dirk aurait été capable de faire dans ses toutes premières années en NBA. De la même manière, je pense que c'est des choses que Victor Wembanyama saura faire au fur et à mesure qu'il va prendre de l'âge, de l'expérience, de la dureté. Mais effectivement, c'est technique. Et puis moi, c'est vraiment la dureté qui m'a sauté aux yeux sur l'action de Dirk dont tu parles. Ah ouais, je suis d'accord. 80e, Déo, gros dunk suite à une interception. Ça, c'est plus lolilol pour ce joueur-là, de Melo. Et quand il était à Denver, juste pour se rappeler que c'était une belle bestiace physique quand même, l'ami Melo, même si on le voyait moins après en attaque de cercle, etc. C'était à l'époque, au début, quand il était à Denver, là, c'était assez spectaculaire. Ouais, c'est clair. Excuse-moi, parce que je parlais de Paul Pierce juste avant, mais c'est un peu pareil. C'est ces mecs qui sont entourés de tels spécimens athlétiques que tu finis par penser qu'ils ne le sont pas. Et en fait, ça reste quand même des athlètes de très haut niveau, qui sont grands, costauds, etc. Et c'est vrai que, tu vois, pour Melo comme pour Pierce, parfois, j'ai été surpris de les voir claquer des dunks. Alors, effectivement, plus trop sur la fin de carrière, mais sur le début de carrière, en fait, c'est quand même, voilà, c'est quand même des gars qui sont grands, costauds, forts et avec une technique qui leur permet ces gestes d'éclat. Mais c'est vrai que quand tu penses à Carmelo, tu penses plus à c'est 150 jab step et puis des petits tirs en périphérie injouables plutôt qu'à ce genre d'action. Moi, une action que j'ai adorée, on parlait de la 80e, je passe juste à 79, c'est l'action double clutch défensive de Jrue Holiday contre Boston. En playoff, qui permet à Milwaukee de s'ouvrir la voie pour partir en finale. Cette action, pourquoi elle me touche? Parce que j'ai l'impression que Marcus Smart, c'est moi. C'est-à-dire que je me fais contrer comme une merde. Et en plus, la balle est récupérée, on me la jette dessus, je la prends dans le ventre, donc je mets déjà 10 minutes à arriver à respirer derrière. J'ai la honte. Et après, je remonte la balle et l'autre, il lui prend la balle ligne médiane, mais il lui prend comme un gamin, quoi. Il l'attend, il tend la main et il lui prend le ballon. Tous les autres sont partis comme des fous. Il restait 5 secondes, je crois, ou 4 pour tenter un tir pour la gagne. Voilà, c'est trop fort. Cette action, elle est trop forte.
Ouais, et en fait, j'étais trop content de voir que j'étais surpris et trop content que Jrue Holiday soit dans ce top 100. Il y a 2 reprises. On pourra peut-être Mm. parler de la deuxième occurrence après. Mais effectivement, tu vois, autant je me rappelais autant je me rappelais qu'il avait mis la balle sur Marcus Smart. Enfin, il avait renvoyé le ballon sur Marcus Smart pour récupérer la possession. Ça, je m'en rappelais. Mais j'avais un peu oublié en fait le timing du contre, qui est juste avant déjà, qui est magnifique. Le Magnifique. contre lui-même est magnifique. Et j'avais totalement oublié l'interception qu'il réalise derrière. Et c'est vrai que là, tu repars au vestiaire. Franchement, t'es Marcus Smart, tu repars au vestiaire. C'est dur, c'est dur à encaisser. Il t'a mis dans la poche, en fait. Il t'a Mais mis c'est en dans la fait, poche en disant, gamin, t'es pas de ce niveau-là, quoi. mais c'est la lecture défensive parce qu'il sait très bien que c'est pas Smart Ouais, qui va aller prendre le tir. Il attend juste que Smart lève son dribble pour lever le bras et passer par-dessus et l'envoyer soit à Jalen Brown, soit à Tatum, parce que tu les vois, les deux, ils partent sur l'aile pour tenter un tir à 3 points. Et tu sens que dans sa tête, tu sais, quand tu as ce même où tu as les racines carrées et tout, tu sais, il y a tous les calculs qui lui passent je vois devant nous. très bien. Et il regarde ses pieds et il voit qu'il soulève le pic et il met la main et c'est fini. Donc voilà, moi je suis admiratif de ça pour l'art de la défense. C'est pas pour rien si on en a fait un MOOC, voire un MOOC et demi, puisqu'on l'a réédité derrière. C'est magnifique. Il y a pas mal de milestones dans tu l'as dit, hein, d'actions symboliques plus Ouais. que spectaculaires. En 76e, il y a le shoot de Steph à 3 points à New York pour battre le record, comme il y a le fade-away de LeBron beaucoup plus haut pour qui bat le record de points de Kareem Abdul-Jabbar. Voilà, j'ai vu pas mal de commentaires disant oui, ça mérite pas. C'est quand même une action symbolique qui devient un fait historique, quoi. Donc on peut pas passer outre, à mon sens. C'est vrai, ce qui est drôle, c'est qu'en voyant le panier à 3 points de Steph, bon, depuis, il a continué à creuser le record. Mais je me suis dit, le premier truc qui m'est passé par la tête, c'est que je me suis dit, bah, ce record, c'est pas sûr qu'il tienne si longtemps que ça, en fait. Alors, il faudra avoir la longévité de Stephen Curry, Eh hein, oui, bien ça. sûr. Mais quand tu vois, encore une fois, je fais le parallèle, parce qu'on en reparlait, mais quand tu vois maintenant à quel point finalement il a révolutionné le jeu et à quel point maintenant même des rookies prennent un tas de tirs à 3 points, sur les totaux en tout cas, sur le nombre de tirs à 3 points marqués, je pense que ça va continuer de grimper en fait. Donc c'est un record qui tiendra peut-être au final moins longtemps que celui de Reggie Miller avant qu'il soit repris par Ray Allen, puis que Ray Allen soit repris par Stephen Curry. Enfin, bref, ça sera intéressant à suivre. En fait, le jeu a tellement changé maintenant, c'est fou quand on voit voilà que au bout de 100 matchs, Victor Wembanyama avait mis plus de tirs à 3 points que Klay Thompson ou Stephen Curry au bout de 100 matchs. Tu vois la révolution du jeu, quoi. Ah ouais, ouais, complètement, complètement. On parlait d'action clutch et de difficultés techniques. En 58e position, il y a le bras roulé main gauche de Kyrie Irving sur Nikola Jokic au buzzer. C'est impossible. C'est impossible à faire. Non, c'est impossible. Mais Franchement, même seul dans un horse, c'est impossible. C'est impossible. Mais là, à la vitesse où ça va, au moment où c'est sur Nikola Jokic, bon, qui est pas le plus grand défenseur avec la plus grosse détente, c'est impossible. C'est impossible. Et à mon avis, il le refait 10 fois. Je suis même pas sûr qu'il le mette 9 fois. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est un des plus grands buzzer beaters des 10 dernières années. C'est fou. Techniquement, c'est incroyable. c'est fou t'as raison, parce que c'est fou de maîtrise technique, parce que tu sais, des fois, il y a des buzzer beaters improbables, mais tu sens qu'il y a. Alors, on peut pas parler de chance à ce niveau-là, mais que le geste est un peu en bordel, quoi. Tu sais que c'est un peu brouillon, finalement. À un moment, Ouais, il y a ouais. une action que j'avais complètement oubliée sur une remise en jeu du Jazz, là, où il doit rester même pas 4 secondes, où t'as Gordon Hayward qui fait une remise en jeu pour un mec qui est poste bas et qui simplement volley la balle, et tu sais, la balle rentre directement dans le panier. Ça, pour le coup, le mec, il peut rester 100 fois de suite, il ne mettra pas plus que Mhm. sur cette action-là. Mais sur l'action de Kyrie Irving, bah, moi, s'il est tout seul, en fait, je pense qu'il le met, en fait. Tu vois, Ah, tout seul, oui. Ah, oui, non, il est mais assez je ouf. parle de nous, hein, attention. Non, non, mais ah oui, oui, non, non, mais alors, t'as tout à fait raison, mais tu sens que c'est un truc maîtrisé. C'est un truc, alors je dis pas qu'il l'a travaillé pile dans ce, tu vois, dans ce contexte-là, en se disant s'il y a mais c'est un geste qui est maîtrisé de A à Z. C'est ça qui est Ah, dingue, il quoi. jette rien. Ah ouais, il jette pas le Mm. ballon comme il y a pas mal de buzzer beaters. Il y a le fameux Tarek Evans. Il y en a un moment avec un Ouais. joueur, j'ai oublié lequel c'est, qui part pour shooter, il se fait taper la balle, elle lui revient dessus, et il la jette n'importe comment, il la met, ou celle je sais plus quel joueur de Charlotte, il y a peu de temps, qui met Ouais. un tir improbable. On voit derrière Kemba Walker qui s'énerve parce que le ballon est perdu au départ. Bon, bref. Mais ça, pour moi, c'est incroyable. Il y a quelques beaux contres aussi.
Juste à titre de comparaison, le fameux contre, et vous en parliez, d'ailleurs Shai en parlait de Jordan, c'est le seul moment où on voit Jordan dans ce clip quand même, dans Ouais. ce top 10, c'est important quand même. Le contre sur Ron Mercer contre les Bulls, Demain, hein. quand il est voilà, sur la planche. Et à titre de comparaison, je crois que celui de Ja Morant, lui, est 45e. Donc il est beaucoup plus haut. Il est 11 places plus haut. Bon, c'est vrai que celui de Ja est vachement plus. Enfin, il a la tête enfin, il se mange à moitié la planche. C'était assez impressionnant. Mais le truc de Jordan, ce qui était marrant, c'est qu'il se fait contrer sur son fadeaway, ce qui est déjà assez improbable. Ouais. Même à cette époque-là, et du coup il revient derrière pour entre guillemets rattraper sa connerie, ce qui n'était pas le cas de Ja, mais c'est vrai que Ja et on dirait les personnages, tu sais, je sais pas si tu avais eu ça quand tu étais petit, ces sortes de Spider-Man ou de Gaston Lagaffe que tu pouvais tordre dans tous les sens, et Oui, c'était des bien fils sûr. de Mais j'avais fer, Gaston Lagaffe. voilà, bah, Absolument. avec le Ouais. Gaston que tu pouvais Ouais. secouer comme ça par les pieds, et Ja, on dirait un peu quand il prend le contre, tu as l'impression qu'il se plante comme un Gaston Lagaffe. On vous Ouais, mettra une photo du Gaston Lagaffe pour que vous vous rendiez compte de ce que c'était, je me, du jouet que c'était. je me le note quand même pour vraiment qu'on essaie de retrouver l'image. Moi, dans les contes, celui qui m'a le plus scotché, parce que pourtant je m'en rappelais très bien, mais à chaque fois j'hallucine sur la violence, c'est le contre de Bam Adebayo sur la tentative de dunk de Clutch, en Jason plus Tatum. clutch, pour la gagne. Complètement clutch pour la gagne. C'est quand ils sont dans la bulle, là, c'est quand Miami est derrière va en finale NBA. Je continue de ne pas comprendre comment Bam Adebayo peut ne pas se casser le poignet sur ça, parce que la patate que met Jason Tatum sur son dunk, c'est juste dingue. Et tu vois le poignet de Bam qui se tord à un angle pas possible, avec limite le cercle qui est derrière qui lui coince à moitié l'avant-bras. Ce contre est incroyable. Parce qu'il arrive en retard. Enfin, il est mal placé en plus. Si Ouais. tu regardes bien Adebayo, il est pas face au jeu, et il est mal placé. Et c'est vrai que ça me rappelait un compte de Rodman sur Pat Ewing. Je sais pas si tu te rappelles. Pareil, où Ewing va pour écraser un dunk, et tu vois la main de Ouais. Rodman. Et je sais pas comment c'est possible. Il arrive à la rabattre. Et là, ouais, tu vois tous les doigts qui plient. Enfin, parce que tu as raison, il met une patate, hein, derrière Tatum, il y va, Ah hein. oui, bah oui. Et puis s'il le met, c'est le dunk, pas seulement du match, comme tu disais, c'est une action qui est décisive dans la série, quoi. Donc Ah ouais, il y a c'est dans la énormément bulle. de. Je me rappelle plus. C'est dans la bulle, ouais. Oui, c'est dans la bulle, ouais, c'est dans la Dans bulle. la bulle. Je te dis, c'est l'année où Miami va en finale NBA, enfin la première des deux dernières fois où ils y sont allés. Donc c'est un contre qui est hyper important. Et je me demande si. Je crois que pour le match suivant, ça devait pas être le match déterminant, tu vois, ça devait être l'avant. Je sais plus à quel moment c'est dans la série, mais il me semble que pour le match d'après, quand il arrive à la salle, Bam Adebayo avait déjà un t-shirt avec le contre. Je me rappelle plus si c'était le match d'après ou si c'était en série de playoffs l'année d'après, où c'était pointé avec une photo du contre en question. Là, j'ai trouvé ça assez drôle. En plus, Boston et Miami, c'est deux équipes qu'on voit énormément dans ce top Oui. 100, sur le nombre d'actions d'équipe. On voit évidemment beaucoup le Miami de Wade, LeBron et Bosh, avec des actions ultra spectaculaires, où on les contre sur les dunks sur Jet Terry, mais aussi des relances folles de passes de quarterback. La balle touche pas Ouais, par terre, magnifique celle-là. personne touche par terre. Mm. Parce qu'il attrape de l'autre côté, on ne sait pas comment il est déjà arrivé, mais le temps que la balle arrive, le timing pour l'attraper en l'air, enfin, un alley-oop de la taille du terrain. Il y a beaucoup de choses comme ça. Parmi les moves quand même qu'on a tous essayé de refaire, il est 54e, ce move extraordinaire de Jamal Crawford qui mystifie Kirk Heinrich, qui n'était pas facile à faire, de la même manière que Jason Williams avait mystifié Gary Payton, je ne sais pas si tu te rappelles, sur un Bien crossover, il sûr. s'arrête, il repart, et Payton juste se retourne. Ben là, Kirk Heinrich, c'est pareil, quand Jamal Crawford part à droite, fait un double pas sur le côté avant de shooter, enfin avant de mettre un flotteur, c'est de la danse. Pour moi, c'est de la danse, c'est magnifique. De toute façon, Jamal Crawford, c'était un joueur qui était magnifique à voir jouer. Souvent, j'ai rarement été fan, tu sais, des sixième hommes qui étaient en gros simplement des scoreurs, voire des croqueurs qui défendaient pas et qui, je trouve, au bout du compte, comptaient pas forcément tant que ça
Alors, si, bien sûr, ils comptaient dans le succès de leurs équipes, mais en playoff, souvent, il y avait une certaine limite. Mais Jamal Crawford, j'adorais parce que c'était juste trop beau, en fait. C'est ce que tu dis, quoi. Le mec était tellement à l'aise avec le ballon, il sortait des moves tellement fluides que c'est un des rares dans cette école, entre guillemets, de sixième homme, gros scoreur et uniquement scoreur que j'ai kiffé. Mais ouais, c'était un festival. On parlait de compte tout à l'heure, rien à voir, on n'est plus sur ce top 100, mais ça pourrait être le top 100 des 25 années précédentes. L'autre jour, je t'ai renvoyé parce que vous en aviez parlé avec Shai sur les joueurs qui portaient, je crois, le même numéro que vous sur vos dates de naissance. Et il y avait Lafonso Ellis, et je t'ai renvoyé le contre de Lafonso Ellis, Ah oui. où pareil, il arrive totalement en retard. Et alors, allez regarder contre la Lafonso Ellis, vous tapez juste ça sort. Il arrive, il joue à Denver, je crois. Oui, je crois qu'il joue à Denver. Absolument. Et il arrive, il part en retard, pareil, il prend un compte main droite, un peu comme LeBron a fait sur Thiago Splitter, ce compte qui est dans ce top 100. Sauf que lui, il arrive très vite et il attrape la balle, il la met dans le creux là, il arrive à se retourner, à retrouver son équilibre et il tombe face au public, le ballon, le ballon sur la hanche, limite il met l'autre main comme ça, il regarde le public genre, il fait comme ça et il repart. Mais la puissance, la vitesse à laquelle ça va et surtout l'impact que tu prends quand tu te prends un mur comme ça et que tu arrives à arrêter la balle, c'était incroyable. Mais tu as raison de décrire l'action parce que c'est vraiment la manière dont il retombe avec limite le ballon sous le bras et la main sur la hanche comme on dirait un serveur presque à l'entrée d'un resto, tu vois. C'est vraiment ça qui donne, au-delà de l'impact qui est réel là, sur le contre, c'est l'action complète qui est folle, quoi. Et, à ce contre-là, il m'a trop marqué. Moi, il m'a traumatisé. C'était vraiment genre, il arrive avec genre à la caisse, tu sais, à la caisse, il a son ballon, il dit j'ai pris ça. J'ai pris ça. j'ai juste ça. Je peux passer, j'ai juste ça. Voilà. Un pour moi, en 46e position. Alors en 53e position, il y a le dunk de D-Rose que tu adores sur Dragic. Ouais. Je sais que celui-là, il t'a toujours pareil. J'arrive pas à croire comment il retombe sur ses pieds parce que l'autre le pousse en l'air. Et en plus, il fait ce mouvement-là de bail à la bail là, pour se rattraper. Il est tellement haut et il retombe bien. C'est le lay-up en 46 de Jamal Murray contre les Lakers, qui est pour moi un des plus beaux lay-up depuis celui de Jordan contre les Nets ou celui en finale NBA, de maîtrise et de hang time, de passer main droite, main gauche, finalement, je sais pas, attends, je t'appelle ma femme. Main droite, main gauche. Main droite. Okay. Je te rappelle. Oui, passe-moi les enfants. Allez vous coucher. C'est vraiment ça. Et il retombe et il le met. Même LeBron, tu sais, qui regarde et qui fait. Par là, ce con. C'est magnifique. Magnifique. Pourtant, j'aime pas Jamal Murray, hein, mais alors là, magnifique. Moi, j'aime vraiment bien Jamal Murray, mais ce qui est marrant, c'est pas du tout le même registre que Carmelo Anthony ou Paul Pierce, mais lui aussi, il est plus athlétique qu'on ne croit, et les quelques dunks qu'il a à son actif sont vraiment impressionnants. Et en fait, comme toi, mais comme toi et comme LeBron, personne pense qu'il va pouvoir rester en l'air suffisamment longtemps pour pouvoir finir son action. Possible. Et exactement. Et en fait, c'est un mec qui est bien plus athlétique qu'il n'en a l'air. Et ouais, cette action, elle est magnifique. C'est dommage le seul truc qui est dommage pour Jamal Murray, c'est qu'il ne puisse pas simplement jouer les Lakers en playoff tout au long de l'année parce que même en saison régulière. Voilà, il serait dans le livre qui est derrière moi là, direct, parce que c'est vraiment sa cible préférée. Dans les game winners qui nous semblent très très lointains, il y a évidemment la banderie de Robert Torrey contre les Kings, et je sais que celle-là, elle te fait mal. Celle-là fait trop mal. Celle-là fait trop mal. Elle fait moins mal que l'arbitrage global sur cette série. Mais ouais, parce qu'en fait, Vladé, c'est pas fou en fait ce qu'il fait. Il sait qu'il peut pas avoir le rebond parce qu'il y a Shaq. Donc il le volley en fait en se disant il va rester suffisamment de secondes, le temps va s'écouler. Sauf que pas de bol, ça tombe pile dans les mains de Robert Torrey. Et ouais, c'est. Après, bon. Robert Torrey, j'allais dire qu'il n'était pas encore le Robert Torrey, mais c'est pas vrai parce qu'il avait déjà été ultra clutch avec les Rockets, notamment dans le premier titre face aux Knicks. Il avait sorti des tirs assez dingues. Mais ouais, c'est.
Enfin, pas de bol pour les Kings. Action incroyable pour Robert Torrey, super pour les Lakers, la legacy que ça a créé, mais ouais, dur, toujours aussi dur. Mais Shaq, il rate un layup, mais tout fait, quoi, en plus. Il met un truc, une saucisse à Angel Reese, quoi. Terrible. Je sais pas si t'as vu cette vidéo. Le taquet glissé comme ça. Je sais pas si t'as vu cette vidéo. Tu sais qu'Angel Reese a sorti des céréales aux États-Unis à son, enfin, pas à son effigie. Je crois avoir vu ça, ouais. Et en fait, tu vois un mec qui fait genre qui veut goûter les céréales. En fait, il a le bol et il verse les céréales, sauf qu'il met toutes les céréales à côté. Il fait ah. J'ai pas vu ça. Il verse tout à côté, il n'y en a pas une qui va dedans. Il met tout à côté, c'était très drôle. Il y a une action, mais alors pour moi, elle est gâchée. Tu vois, on parlait dans le livre derrière toi, il y a les pires célébrations. Et je me demande si c'est pas moi qui ai fait ce top-là sur les pires célébrations. Et j'ai oublié, voilà, et je m'en suis rappelé grâce à ce top 10, Luka Doncic contre New York, qui, par un concours de circonstances, envoie une saucisse au lancer franc exprès pour la rattraper. Un mec prend le rebond, ça tape sur la tête d'un autre et tout, et il arrive à la rattraper et à l'envoyer dans une position pas possible. Et il fait une célébration où il bat des pieds comme ça. Il est ridicule sur cette célébration. Elle est 37e, je l'aurais sorti du top 10 pour célébration honteuse. C'est pas faux. C'était marrant parce que cette saison-là, si je me trompe pas, je crois que Donovan Mitchell réussit la même action en fait déjà. Ouais. Ce qui est pas si fréquent que ça au bout du compte, que ça se termine bien ce genre de tentative. Mais ouais. Et surtout que Luka, quand il fait des célébrations, généralement, il est trop fort. Il lance un regard. Enfin, tu vois, moi j'adore. Mais là, tu sens que dans sa tête, il y a tout qui lâche, quoi. Il n'y a rien qui marche. Les fils qui se touchent. Tu savais qu'il allait y avoir Chris Humphries dans ce top 10, qui fait partie d'un top 10 des 100 plus belles actions des 25 dernières années? C'est pas dans le top 100 des athlètes NBA qui sont mariés avec des Kardashians? C'était pas dans ce top 100-là? Non, c'est un top 200, ça qui aurait eu lieu. Non, il est là parce qu'il regarde il regarde Gerald Green monter très très haut sur son alley-oop en moulin avant qui est 34e. Extraordinaire. Ouais, voilà. C'est un des plus beaux dunks que j'ai vu. Hein. Mais il est aussi dans le top 100, dans notre livre GOAT, il est dans les plus beaux dunks réalisés en match. Il est incroyable. Mais Gerald Green, sur le dunk, c'était fou, quoi. Ouais, c'était complètement fou. Et par contre, tu vois, dans les actions que j'avais oubliées, j'avais complètement oublié le alley-oop pour Giannis, où Giannis passe par-dessus Tim Hardaway Jr. J'avais complètement oublié ce dunk-là. Qui est très haut, hein. Ouais. Qui est très haut parce que je crois qu'il est 11e dans ce top 100. Et Giannis est donc en 11e et en 10e position sur un autre alley-oop ultra important, le fameux contre Phoenix sur l'interception de Jrue Holiday sur Devin Booker, et je l'ai revu, la faute de Chris Paul qui si c'est pas Giannis qui est quand même un gaillard, il le pousse en l'air, mais vraiment avec les deux bras, il fait une vraie faute de dégueulasse, quoi. Il peut vraiment parce que Giannis est très haut et en déséquilibre, mais ouais, l'action la plus inconsciente de l'histoire de la finale NBA, n'importe quoi. Et la prise de balle, tout à l'heure, je disais, ouais, excusez-moi, j'ai besoin de ça, mais là pour le coup, Jrue Holiday, c'est pas en politesse, hein, c'est un braquage. La manière dont il prend la balle dans les mains de Devin Booker, pour le coup, c'est l'inverse. Non, mais ça, c'est à moi. T'as l'impression que quelqu'un qui essaie de récupérer ses affaires et qui se barre de l'autre côté avec le ballon, c'est incroyable. Il l'étale, il le colle par terre. C'est-à-dire, Booker, il lui tire, parce que c'est un pitbull, pareil, il est costaud. C'est clair. Il le colle par terre, mais ce alley-oop pour Giannis, où tu as John McEnroe, en fait, c'est toujours pareil, c'est alley-oop où il passe par-dessus, c'est comme LeBron qui passe par-dessus John Lucas. Oui. Tu sais, il faut 3 ralentir avant de te rendre compte que ça s'est passé, mais sauf qu'au Garden, ils sont plus connaisseurs que les autres, ils voient parfois mieux les choses. Et en fait, généralement, tu sais, tu as toujours un « Waouh !» et les gens se lèvent, et là, tu as un silence, genre, c'est bien passé, il est passé par-dessus. Parce que Tim Hardaway Jr., il est grand quand même. Parce que John Lucas, bon, c'est quand même un joueur de petite taille, tu vois, mais Tim Hardaway Jr., il est quand même grand, quoi. Et Giannis passe au-dessus, mais pour le coup, il se baisse pas. Il a même pas le temps de se baisser, Tim Hardaway Jr. Ah non, il a même pas le temps de jouer le passage en force ou quoi que ce soit. Non, ça c'est magnifique.
Une action qui symbolise, et on y voit Yann Maimi aussi dans cette action, notre ancien rédacteur en chef exceptionnel. Ouais. C'était sur quel? C'était dans le numéro spécial Spurs. Voilà. Une double action dans quelques secondes du même match dans ce top en position 33 et qui cristallise un petit peu les critiques qui sont faites aujourd'hui sur le fait que les joueurs ils sont tous potes, qu'il n'y a pas de rivalité, etc. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. C'est le dunk de Paul George, Indiana, contre Miami je ne sais pas si c'est en finale de conf ou en demi-finale de conf, cette fameuse... Je crois que c'est en finale de conf. Ouais, où Paul George se révèle à la face du monde avec Roy Hibbert et cette super équipe des Pacers. Et donc, il met une douille sur Chris Anderson, d'ailleurs, on n'est pas loin du passage parce qu'il lui met un bon coup de coude au passage. Et derrière, LeBron qui met un buzzer beater sur l'action suivante et qui, du coup, se retourne vers Paul George, l'appelle et lui tape dans la main en disant voilà, on a fait le job, on a été spectaculaires tous les deux, c'est cool. Et il y a plein de gens qui ont dit ouais, voilà, la ligue, imaginez Jordan s'il avait fait ça et tout. Je tiens juste à dire que je me suis. Là, il y a eu. Il n'a pas fait beau un jour, donc je me suis chié chez moi. Je me suis remise de Last Dance pour la 7e fois. Les fins de match de finale contre les Jazz, je crois la première, où ils attendent ils attendent pour les conférences de presse derrière. On voit bien une image où Karl Malone y sort, il va voir son pote Jordan, il lui tape dans la main, ça va, embrasse la famille et tout, machin. Il y va, l'autre monte sur la scène, ou quand il va voir Larry Bird qui était coach en lui disant... ce que j'allais dire, ouais. Tu vois, je trouve que c'est dur. C'était en coulisses, tu vois. En fait, du coup, ces images, nous, on les voyait pas, quoi. Tu vois, je les avais pas vues à l'époque, pour le coup. C'était en coulisses, mais on voyait Jordan rigoler avec Barkley ou des choses comme ça. C'est juste qu'on le voyait moins parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. On les voit déconner les uns les autres, faire les podcasts chez les uns, chez les autres. On ne le voyait pas, ce qui se passait après. Mais le nombre de fois où Barkley raconte que quand Jordan venait jouer à Philadelphie, ils allaient après sortir ensemble, boire des coups, jouer au billard et tout. On ne les a pas inventées, ces histoires-là. Donc ça existait, le respect, l'amitié entre certains. Il y en a aujourd'hui des gars qui peuvent vraiment pas se blairer, mais bon, il y a peut-être plus de gars qui sont copains parce que il y a eu, je pense, aussi plus de moyens pour ces gars-là de se retrouver les étés. Voilà. Bien sûr. Dans Team USA, etc. Donc il y a eu avant Team USA, la Dream Team, il n'y en a eu qu'une où ils ont participé ces gars-là, et après, tous les 2 ans, ils étaient tous ensemble et ils créaient des amitiés qui ont ça a été des habitudes qui ont été faites, mais ça, on peut pas leur en vouloir non plus. Je trouve que les gens sont durs avec cette histoire. Non, mais de toute façon, c'est complètement différent parce que déjà, il y a plein de fois, ils se connaissent depuis le circuit AAU, en fait, ces gars-là, quoi. Soit ils ont joué ensemble, soit ils ont joué les uns contre les autres, mais dans des championnats qui n'ont aucune importance, à part celle de se montrer et d'être performant. Donc, tu cultives pas des rivalités, en fait, dans ce type de cadre. Tu as 15 ans, tu pars jouer à l'autre bout du pays, on dit l'autre il est fort, c'est pas du tout les mêmes ambiances. Et derrière, l'autre chose vraiment qui fait la grosse différence, c'est que, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est que maintenant, de toute façon, les joueurs changent beaucoup plus d'équipe au cours d'une carrière, donc ça n'existe plus en fait de se dire... Ils passent plus par la fac longtemps aussi, parce que certaines rivalités dataient de la fac. Alors bien sûr, on pourrait parler de Bird et Magic, mais ça c'est un petit peu anecdotique finalement, mais il y a d'autres rivalités où les mecs, ils jouaient à la fac, ils s'affrontaient, ils s'appréciaient pas forcément, ou peu importe, et puis après quand ils se retrouvent en NBA, s'ils n'étaient pas dans la même équipe, il y avait peu de chances qu'ils se retrouvent dans la même équipe si c'était des joueurs forts en fait. Mais maintenant on sait très bien que d'un moment à l'autre ça peut changer, donc je pense simplement que c'est une autre génération. C'est d'autres choses, mais ce que tu dis est très vrai. Même on sait que Will Chamberlain et Bill Russell avaient pour habitude de manger ensemble la veille des matchs, donc ça remonte aux années 60. Je veux dire, c'est pas nouveau, c'est juste les choses sont différentes et tout dépend des joueurs en fait. Tu vois, je pense que Chris Paul, tu peux être son pote. Quand tu es sur le terrain, si tu es dans l'autre équipe, il va pas te faire de fleurs, tu vois. Donc tout dépend de la personnalité des joueurs au bout du compte. Bien sûr, et puis tu sais quoi, moi j'adore voir par exemple, l'autre jour on a vu LeBron, ce soir de Noël je crois, enfin je sais plus quand, arriver à Golden State, voir aller faire chier Steph Curry qui faisait sa routine pour lui sauter dans les bras. Moi je me rappelle, ils étaient déjà bien copains au moment des finales. Je me rappelle de LeBron qui mettait des contres à Steph en 2016 ou l'année d'avant, et qui le regardait et qui lui disait fuck you bien fort comme il faut, tu vois. Donc moi je suis pas, ça me gêne pas, tu vois. Ça me pose pas de soucis
qui s'entendent bien. Et comme tu dis, aujourd'hui, il tourne tellement. Un mec comme LeBron, il peut être que pote avec tout le monde. Il a connu tout le monde. Il connaît même il joue même avec les enfants des gars avec qui il a joué, voire coaché par ses ex-coéquipiers. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment tu veux qu'ils se détestent? C'est compliqué. C'est compliqué avec la longévité de ces gars-là. Tu parlais du compte de Bam sur Tatum, qui est donc 30e. Un autre compte important, celui de Tishon Prince sur Reggie Miller, qui est déterminant un peu pour l'histoire des Pistons de cette époque. Bah, complètement. Bah, là aussi, celui-ci, il est aussi dans le chapitre des GOAT, enfin dans un chapitre de GOAT, pour le coup, que j'avais écrit sur les actions décisives. Ouais, c'est fou. Et en fait, tu sens, limite, c'est l'erreur de base quelque part. Tu sens que Reggie Miller veut tellement assurer son lay-up qu'il ralentit une demi-seconde au moment de monter au lay-up, au lieu de juste d'aller pleine bourre et même d'essayer de dunker à la rigueur. Parce qu'il pense, mais personne pensait que Tishon Prince allait pouvoir revenir. Quand tu vois comme il est loin au début de l'action, il le voit en plus, mais il le voit, hein. Il l'a vu. Mais il est tellement loin que tu penses pas qu'il va pouvoir avoir le temps de revenir, prendre le ballon. Et effectivement, tu dis, ça se joue à rien avant que le ballon touche la planche. Cette action, elle est incroyable. Enfin, moi, j'adorais Tishon Prince, je l'aimais déjà beaucoup. Enfin, c'est un joueur que, pour le coup, il fait encore partie de ces joueurs que j'avais eu l'occasion de suivre à la fac, en fait, un petit peu. Et voilà, j'adorais ce joueur-là. Et ce contre, il est phénoménal. Et puis il est phénoménal parce qu'en plus, il part en tribune, hein, le ballon. Il l'envoie, mais très très loin. Mais en plus, tu as raison. Moi, je le vois. Reggie, il le voit arriver. Enfin, il le voit. Au départ, il prend les informations, il regarde. Et en effet, il ralentit. Il se dit, il sera jamais là. Mais les bras de Tishon Prince, c'était quelque chose d'incroyable. En 23e position, on a Blake Griffin. Je sais que celle-là, tu devais l'attendre, qui éviscère les New York Knicks. Et moi, ce qui me frappe, c'est pas forcément les dunks à chaque fois de Blake Griffin, c'est les réactions de DeAndre Jordan. Et en fait, les attentats qu'il lui met à chaque fois contre les Knicks, il lui met une tape de face sur les pectoraux. L'autre, il bouge même pas. Et je crois que c'est celui sur Kendrick Perkins. Il arrive par derrière et il le ceinture. Mais toi, tu prends ça, mais en fait, tu as un nuage de poussière, tu vois, c'est comme dans les dessins animés terminés. Quand tu sors en petit spaghetti. Non, c'est fou. Et le mec est habité, quoi. Tu sens qu'il est tellement dans l'adrénaline de ce qui vient de se passer qu'il voit même pas arriver son pote. Ouais, non, c'est clair. Mais de toute façon, Blake Griffin, c'était autre chose. Je me rappelle d'un dunk à la fac où il se tape la tête dans la planche. En fait, il part ligne de fond et il se cogne la tête dans le bas de la planche et il arrive quand même à dunker. Tu dis, mais déjà, quand il était à fac, il disait, mais c'est quoi ce machin? C'est pas possible, quoi. Et c'est les deux dunks dont tu parles, là, qui sont limites parce que vraiment, il finit par jeter le ballon dans le cercle tellement il est loin et puis impacté quand même par le défenseur. Mais ouais, c'est vraiment des actions. Après, voilà, c'est des athlètes d'exception dans une ligue remplie d'athlètes d'exception et avec un contrôle du corps, une qualité une agilité folle. Ouais, c'est dommage quand même. Tu vois, la fin de carrière de Blake Griffin a fait oublier le joueur incroyable qu'il a été pendant quelques années. C'était quand même. Voilà, pour moi, je pense vraiment que c'était le premier joueur viral, tu vois, où vraiment tu cherchais dans le top 10, tu cherchais son action, et puis après, tu allais la re-regarder. Il aurait été encore plus... Je pense ça aurait été encore une plus grande superstar si les réseaux sociaux avaient été... Tu vois, si les réseaux sociaux avaient été au niveau d'aujourd'hui, à l'époque de la saison rookie de Blake Griffin, ça aurait été encore plus une sensation internationale, je pense. Et puis en plus, il a commencé à faire là, il commençait à faire ses pubs, à faire ses rigolades, ses SNL et tout. Il était vraiment drôle. Mais en plus, entre celui-là sur Mozgov et celui sur Perkins, ça devenait presque son modèle, son move signature. Donc c'est pour ça que c'était sympa. Là. Par exemple, j'y ai pensé là, cette semaine, le plaisir de revoir Zion claquer un 360, qui est son dunk signature aussi, et de le voir remonter aussi haut et tout. Et je me disais que vraiment, voilà, s'il y en avait un qui devait prendre la place de l'autre et être une version 2.0, c'était Zion. Et c'est dommage. Mais on espère peut-être, on va voir. Alors on va rentrer dans le top 20. Et voilà, pour moi, dans ce top 20, il y a deux actions totalement... Alors, une qui n'a rien à faire dans le top 20 pour moi, elle est 20e, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, le slalom de Steph Curry dans les Clippers. Voilà. Pour moi, il y a beaucoup de réussite et je trouve que ça n'a rien à faire là. C'est trop haut.
dans le top. Ouais, je sais. C'est Après, pas la 20e plus belle action de ces 25 dernières années. Pour moi, c'est pas ça. après, elle est folle quand même. Parce qu'en fait, quand tu vois la C'est réaction la de fin Steve qui est Kerr, folle. Ouais, voilà. C'est le voilà, ça tout tir explique à tout en 3 fait. points. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et puis finalement, c'est quand même dingue. Et c'était quoi? Je pense que ça devait être pendant la première saison de Steve Kerr comme coach, non? Ouais, c'était ça. C'est Hein. possible, c'est possible. Donc Ouais, il c'est est le jeune. moment Hein. où il y avait encore des questions en fait sur Stephen Curry, quoi. Sur est-ce que c'est des bons tirs, est-ce qu'il peut tenir ce rythme-là, tu vois, Mhm. timidement on commençait à se demander si ce mec-là allait pouvoir se hisser parmi vraiment l'élite de l'élite, quoi. Mhm. Et donc je trouve plus symbolique quelque part de ce que Stephen Curry est devenu Peut-être, par ouais. la suite Je vois ce que tu veux dire. que tu vois par rapport à ce que tu dis. Mais moi j'ai pris du plaisir quand même sur cette action-là. Plusieurs, on en prend, on en prend sur le 12e. Alors, en 19, tu as quand même le dunk de T-Mac sur Yao Ming. Ça, c'est quand Ouais. même quelque chose. On parlait de mettre une patate, c'était quelque chose. Sur, Mais sur, sur Yao ou sur pas sur Yao, qu'est-ce non. que je te dis? Ils étaient ensemble. Ouais, c'est Sur. pour ça. Ah, j'ai oublié. Non, c'est sur Sean Bradley Sur Sean des Bradley, Mavs. pardon. Ouais, c'est ça. Comme tout le monde sur Sean Bradley. Non, Mais mais sur Yao aussi, parce qu'en fait, Yao est au contact de Sean Bradley au moment du ouais. dunk. Donc, Voilà, c'est pour donc ça. t'as raison. T'as aussi raison. La double action en 12 de Kobe contre Phoenix. Voilà, parce Ouais. qu'il y a deux choses. Il y a le game winner que tout le monde connaît, l'action où il retire son maillot, génial et tout, mais il y a l'action sur laquelle il égalise. Et si tu vois la difficulté technique de l'appui qu'il prend, l'Eurostep, et du flotteur qu'il met, la hauteur à laquelle il fait monter la balle, et il la met pas sur la planche, hein, il la met direct, c'est incroyable. À ce moment-là, tension du match et tout, quelle maîtrise. Et tu parlais que c'était, toi même tu l'as dit, c'était un joueur les plus techniques que tu aies vu de l'histoire. Et pour moi, c'est cette action-là qui le montre, la palette technique de Kobe. Moi, je me rappelle encore de où j'étais pendant ce match-là, parce que c'était un match qui était passé pas trop tard, je crois un dimanche ou un truc comme ça. Ah ouais? Et moi, j'adorais cette équipe de Phoenix. Et j'étais dépité parce que Phoenix est devant. Hein, je me rappelle plus du scénario précis du match, mais Oui. c'est les Lakers qui montent un énorme comeback pour prendre le match. Et une connerie de Steve Nash sur une remise en jeu qui perd la balle. Et j'étais, tu sais, c'est le moment où, enfin, j'étais dépité parce que j'adorais cette équipe de Phoenix, mais tu peux pas être dépité parce qu'en fait, c'est tellement fort ce que fait Kobe que t'es obligé t'es obligé de reconnaître. C'est juste trop fort en fait. C'est juste trop fort. Non. C'est techniquement très très fort. Comme le top 10, donc il y a Giannis donc en 10e position sur l'action contre Milwaukee. Il y a T-Mac et ses 13 points. Face aux Suns, tu veux dire, pardon, l'action de Giannis face aux Suns, ça en face aux Suns, ouais. Ouais. Et T-Mac face aux Spurs, donc où on voit là Tipeee pareil qui lève les bras, T-Mac qui lève les bras, enfin tout le monde lève les bras et personne n'y arrive. Et ça devait être quelque chose dans la salle. J'aurais bien aimé vivre ça quand même. Ça devait être là, même si c'est un match de merde de saison régulière, tu dois sortir. Tu sais, là, tu sais que tu en as eu pour ton argent, même si tout le reste du match est horrible. C'est pas grave. Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu une anecdote sur justement cette série. Donc, si vous voyez pas de quoi on parle, c'est T-Mac qui met 13 points en. Combien en 30 secondes 15 secondes, un truc comme ça. Je me rappelle plus en combien de temps c'est. Tu te rappelles de combien? Alors, je sais que Reggie met 9 points en 13 secondes. Et lui, je crois qu'il met 13 en. Ouais, il y a un peu de temps qui se passe. Parce qu'à chaque fois, les Spurs repartent. Il y a une trentaine de secondes, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Bref, il met 13 points de suite pour gagner le match. Et en fait, c'est que on lui demandait comment était l'ambiance dans le vestiaire. Donc, il raconte que les mecs sont en train de se crier dessus dans le vestiaire. Il y a Jeff Van Gundy qui rentre dans le vestiaire et qui met une rouste monumentale à tout le monde en gueulant, en disant que c'est un truc de fou, comment ils ont pu défendre aussi mal, etc. Il n'était pas du tout dans l'enthousiasme du moment. C'était plus en mode coach, genre jamais on aurait dû se retrouver dans une situation pareille. Donc, ça m'a bien fait rire, quoi. Ah ouais, puis tu sens qu'il n'y a plus rien qui va du côté des Spurs, qui mettent leur lancer franc derrière, mais l'autre, il a retiré à 3 points, 3 points plus la faute, 3 points, machin, et quoi qu'il arrive, coup de 3 points, ça grignote, et en plus, ils sont pas faciles, les tirs qu'il met à chaque fois. Ils sont tellement durs. Il y en a un qui met avec la faute de Duncan, tu comprends même pas comment ça rentre. Il le met en descendant, bon, à part le dernier, où il le met sur Parker, c'est un peu les shoots que prend KD, là, dans l'angle qu'il aime bien. Voilà.
Numéro 8, pour moi, un des plus grands dunks de l'histoire d'Andre Jordan sur Brandon Knight. On en a déjà parlé dans notre émission spéciale dunk, il me semble. Ouais. Oui, comme ça. Mais voilà, c'était Ce que j'avais totalement fou. oublié, c'est que Brandon Knight, il chute quand même rudement au sol sur le dunk. Les mecs de Détroit viennent même pas le relever tout de suite. Quoi. T'as littéralement l'impression qu'il est mort. Quoi. Tu sais qu'il est au sol, genre. Ah ouais, il se fait éclater. Et la réaction de Blake Griffin, où tu as Vinny Del Negro qui est obligé d'aller calmer tout le monde parce qu'ils sont dans un état d'excitation. C'est vrai que puis ça a dû... Je crois que tu entends le bruit en plus de BAM quand ça rentre à la télé. Ensuite, en 6, tu as évidemment le 3 points de Kyrie décisif sur le Game 7 des finales 2016 contre Golden State. Tu as les 81 points de Kobe en 5, où tu as une espèce de best-of de ça. Le tir de Derek Fisher, alors on parlait de Tim Duncan, donc là on croit que c'est un moment glorieux pour Tim Duncan, et finalement pas du tout. Pareil, on a toujours, je suis pas fan de cette action. Est-ce que le chrono est bien parti, pas bien parti, on ne saura jamais. Donc je trouvais ça un peu litigieux. Après, tu as le shoot de Kawhi en numéro 3, le podium. T'enchaînes les tirs qui m'ont fait mal. Ah ouais, bon, ce shoot, Game 7, je pense que c'est le rêve. Il le fait pas en finale NBA, mais c'est le rêve de tout joueur de basket au monde. C'est comme de tirer un penalty ou de marquer un but à la 95e minute d'une finale de Coupe du Monde contre le Brésil, tu vois. C'est un petit peu pareil. En 2, le bloc de LeBron, ce qui prouve que quand même, dans les 6 premières places, tu as 2 actions d'un même match. Ce qui prouve la valeur de ce match et l'importance de ce match dans l'histoire de la Ligue, de ces 25 dernières années en tout cas. Et en 1, et voilà, pour moi, je ne suis pas d'accord, c'est le shoot de Ray Allen, le fameux en match 6 des finales 2013. Voilà, pour moi, il n'est pas numéro 1 parce il permet d'arracher une prolongation, certes gagné par Miami, certes Miami va chercher ce qui va derrière, mais je trouve que il n'y a rien qui vaut un match 7 pour moi, et un shoot décisif en match 7. Moi, je trouve que le shoot de Kawhi, même à la limite, il est plus important que tout parce qu'il les lance vers la finale et voilà, qu'est-ce qui se passe s'il ne le met pas? C'est autre chose. Bon, si Ray Allen ne le met pas, il n'y a pas de titre non plus derrière. Mais voilà, je ne l'aurais pas mis numéro 1. Mais je peux comprendre les arguments selon lesquels on met ce shoot numéro 1 parce qu'il est important. Il est importantissime. C'est un peu compliqué ce classement, parce qu'effectivement, alors limite, tu vois, j'ai un peu moins de mal avec le tir de Ray Allen parce qu'il est vraiment techniquement très dur. Il y a la défense de Parker et tout. Moi, c'est plus, tu vois, le tir de Kyrie Irving, il est extrêmement important. Bien sûr, il est déterminant. Mais ce tir-là, j'ai l'impression que Kyrie Irving, il en a mis 50 dans sa carrière, au minimum, tu vois. C'est vrai aussi. Mais bon, ça c'est. Après, je dis pas, bien sûr que c'est un tir qui est historique parce que Cleveland revient d'avoir été mené 3-1. Tu vois, imaginons que Cleveland n'ait jamais été mené 3-1, qu'il y a eu, je sais pas, très vite 2-2 et que ça se termine par une victoire de Cleveland. Je sais pas si on se rappellerait de ce tir de Kyrie Irving de la même manière, quoi. Tu vois, je trouve que c'est un tir globalement qui est dans son registre. Il se retrouve face à Stephen Curry qui défend correctement. Mais je le trouve moins impressionnant que, tu vois, celui de Ray Allen. Techniquement, tu dis, il recule, tu vois le ralenti, il est super haut, il y a Parker qui revient. Et après, c'est l'inverse, c'est ce que tu dis sur l'importance, finalement. Effectivement, c'est très important parce que ça permet d'arracher une prolongation. Derrière, la prolongation est gagnée, que derrière, il y a encore un match qui se joue et qui est remporté finalement par Miami. Mais il y a des derrière. Voilà, exactement. C'est là que c'est compliqué, c'est là que tu vois, c'est pareil, les 81 points de Kobe, c'est... Ben oui, c'est une des performances les plus folles de l'histoire de la Ligue, mais est-ce que c'est dans le top 10 des meilleures actions? Tu vois, c'est là que c'est pas très clair, en fait, je trouve, effectivement, le classement de la NBA. Je suis d'accord, mais c'est... Je sais pas si tu as revu, en parlant de moments déterminants, en 2016, les 5 dernières minutes du match 7, c'est à couper au couteau, c'est-à-dire il n'y a pas un panier marqué. Ouais. Il y a une tension, tu sens que personne n'ose y aller, Kyrie, 2 fois, il part comme un cinglé, on ne sait pas pourquoi, et puis finalement, tout le monde lui dit « Ah, arrête-toi », il s'arrête. Enfin, tu sens qu'à ce moment-là, limite, les coachs disent « C'est quoi les gars? Démerdez-vous, moi je regarde, dans tous les cas, je ne regarde pas, c'est mort », et tout le monde avait...
Il y avait plus de, tu sais, Steph qui fait sa passe en touche dans le dos. Ouais. Il y avait plus de logique, il y avait plus rien qui fonctionnait de manière rationnelle, tu vois. Donc c'est pour Limite, ça. tu peux faire un documentaire sur ce match-là. Il y a tellement de choses. Alors, j'ai plus les stats en tête, mais il y a Draymond Green qui fait un triple-double complètement dingue dans ce match-là aussi, Première mi-temps qui fait peut-être folle. son meilleur match en carrière, quoi. Ouais. Il y a énormément de choses, ouais, c'est vrai. Il y a un dunk raté de LeBron à la fin qui peut sceller le match, qui aurait été totalement fou. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, la deuxième place, le bloc de LeBron est incontestable. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça a été un bonheur. 33 minutes, si vous n'avez pas vu ce top 100, regardez-le. Voilà. Oui, il est sur le League Pass et sur YouTube, si jamais Sur vous cherchez YouTube, bien pour sûr, voir bien les sûr. actions. Ouais. Voilà. Puis en plus, tout ça avec les commentaires, il y a des ralentis derrière à chaque fois pour bien les revoir, pour se remettre dans l'ambiance. Voilà, c'est top. C'est du velours, comme on dit, du beurre. Théo, on va passer à nos rubriques. Ouais, avec plaisir. Est-ce que pendant les vacances, tu as écouté un peu de musique? Ouais, j'ai écouté pas mal de musique. Alors, mon track of the week, c'est un morceau de Redman qui a sorti son fameux Muddy Waters 2. Sachant que voilà, Muddy Waters est, moi, à mon sens, son meilleur album peut-être, ou l'un de ses deux meilleurs albums avec le tout premier album de Redman et Muddy Waters, c'est les deux albums que je préfère de lui. Je t'avoue que j'ai été un petit peu déçu malgré tout. Je crois qu'il était plutôt bien reçu cet album. C'est très dur, hein. Je trouve que c'est toujours très dur de faire des suites, surtout après des albums iconiques, surtout quand il y a autant de temps qui s'est écoulé. Mais néanmoins, il y a un morceau que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le morceau qui s'appelle La 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 avec son partenaire Method Man, que j'ai trouvé très bien produit. Les deux rappent super bien. C'est un bonheur. Ce morceau, je l'ai écouté pas mal pendant les vacances, donc c'est mon track of the week. D'accord. Moi, j'en ai deux. J'en ai un vrai et un différent. Premier, le vrai, tu connais dans mes guilty pleasures que j'aime bien, Dua Lipa. Et Dua Lipa, dans son album live elle a fait au Royal Albert Hall récemment, elle reprend une chanson d'une artiste que j'adore, en anglais, il s'appelle Cléo Sol. Oui, Et elle reprend un tu morceau nous qui as parlé, s'appelle hein. Sunshine, voilà, Sunshine de l'album Mother, et elle le reprend plutôt bien, parce qu'elle a un orchestre symphonique derrière elle, et puis pour une fois, elle reprend elle en parle, c'est-à-dire pendant le live, on l'entend, elle dit, moi je vais chanter une chanson d'une artiste qui s'appelle Cléo Sol et tout, et je trouve ça plutôt pas mal de citer les artistes qu'on reprend, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des reprises sans forcément dire ce que c'est, même si c'est évident. Moi, je l'aurais entendu ce morceau, je l'aurais reconnu, mais c'est bien, je trouve, de donner du crédit aux artistes qu'on reprend. Voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal, même s'il y en a qui veulent pas être repris, et on en profite pour embrasser notre ami Wax, qui a mis en avant l'artiste Pomme, qui a dit à Kanye West, tu ne véhicules pas mes valeurs, mon grand, donc tu peux me rapporter des millions en prenant mon track, je ne te donnerai pas une note de ma chanson. Je trouvais ça admirable, c'est formidable, et c'est bravo à elle en tout cas. Et voilà, donc ce morceau de Dua Lipa. Et puis j'ai écouté plein de trucs, donc j'aurais du mal à en choisir un. Donc du coup, je vais vous choisir un mix. On vous l'a partagé cette semaine en story. Il y a une artiste qu'on aime beaucoup, on vous en avait parlé, et toi-même Théo, elle a fait partie de ton ambiance de Noël, c'est Elodie Rama. Elodie Rama, elle a fait un mix pour la fin de l'année, une sorte de best-of de nouveautés, de vieilleries, etc. Un super bon mix, vous le retrouvez sur sa page Mixcloud ou sur sa page Instagram, Elodie Rama, voilà, on l'embrasse, on lui donne de la force, et qu'elle continue à nous envoyer des mix comme ça, un mix d'1 heure pour vous ambiancer, pour écouter à la maison, c'est parfait. Donc allez écouter ça, vraiment, ça vous fera le plus grand bien. Ouais, de toute façon, on vous met le lien là, vers le mix Oui, dans la description, que ce soit sur YouTube ou sur le podcast, vous pourrez trouver ça sans problème. Voilà, exactement. Coup de cœur de la semaine. Coup de cœur, ouais, alors je voulais le faire en deux temps. Je voulais commencer parce qu'il y a quelques semaines, je vous avais parlé de ce livre de Solo, l'autobiographie de Solo, Note mon nom sur ta liste. Donc Solo, notamment un ancien co-créateur du groupe Assassin. Je vous l'avais présenté au moment où je l'avais reçu, là je l'ai lu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est une autobiographie, donc déjà ce que j'aime bien, c'est qu'on sent la voix de la personne qui l'a écrite, même si le livre a été coécrit. Attends, je vais te trouver la personne avec qui il a coécrit le livre, avec Émilie Saada. Donc déjà, j'ai bien aimé ce que
si vous avez déjà entendu des interviews de Solo, on retrouve vraiment sa voix. J'ai beaucoup aimé tout le début, en fait, sur chose que j'ignorais sur son enfance, la manière dont il a grandi, les débuts d'Assassin. On se rend compte que ça a vraiment été un pionnier de la culture hip-hop. Moi, je le savais, mais je pensais pas à ce point-là. On découvre aussi tous ces passages entre Paris et New York, voilà. Comme tu en avais parlé, on découvre aussi des choses assez sombres, hein, très dures sur lui, notamment le fait qu'il ait été abusé par Afrika Bambaataa, le leader et créateur de la Zulu Nation. Il y a des passages de sa vie assez durs. Toute cette partie-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. La partie, effectivement, sur les débuts, la culture hip-hop de l'époque, je trouve ça super. Les choses qui m'ont un peu moins passionné, enfin, qui m'ont un peu gêné quand même, c'est qu'il y a beaucoup de ressentis envers Rockin' Squat, qui reste aujourd'hui le leader du groupe Assassin. Ça, je le savais, je n'étais pas très étonné. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas forcément très bonne presse dans le milieu, du moins parmi ses anciens collaborateurs. J'ai juste trouvé qu'il y avait peut-être un peu trop de choses là-dessus. Bon, je comprends, hein, c'est une autobiographie, tu racontes les choses telles que tu les as vécues c'est l'occasion aussi de donner sa vérité, mais je me disais que voilà, ça aurait pu être un peu plus léger sur ces parties-là, de manière à laisser plus de choses juste entre eux. Néanmoins, voilà, je vous encourage à lire ce bouquin si vous voulez en savoir plus sur Solo et aussi sur ce qu'a été la culture hip-hop du début, quels ont été les authentiques pionniers de cette culture en France. C'est vraiment un bouquin qui est intéressant. Donc voilà, c'était le premier mot que je voulais donner, et le deuxième, pour une La fois, photo, ouais. juste la photo, elle est folle parce que si tu la montres, tu peux faire croire que c'est à la fois un rappeur des années de New York, à la fois un joueur NFL de Cleveland ou un footballeur du Paris Saint-Germain en 2022, quoi. C'est Ouais, fou. Ce type de photo-là, en tout cas, c'est très photo de... Ah ouais, non, mais... il y a plein de super photos, il y a des photos magnifiques dedans. À la fin, ça parle aussi, parce que pour que vous le sachiez, il est aussi multiple champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien. C'est ça, Donc, ça se voilà, voit que c'est une photo de sportif, c'est un mec ça, qui tu a la vois. vie assez folle. Ouais, Ouais, ça se voit que la jaquette, c'est la photo du sportif tu sais, qui a sur ta licence, tu vois. ouais. Ouais, je vous montre avec ses super. médailles. Ah ouais, Ouais, donc c'est vraiment un bouquin qui vaut le coup, c'est aux éditions Massot. Et dernière chose, pour une fois, c'est moi qui vais sortir une paire de chaussures. Non. Parce que, eh oui, j'ai eu un très beau cadeau. Alors, c'était pas pour Noël, c'était pour mon anniversaire pour le coup. Donc, je vous montre la boîte dans un premier temps. Alors, Et, Jordan 4, Jordan 4 Shadow, c'est obligatoire, qui est noir avec des teintes. Ah non, c'est la Spice X, c'est vrai. Et ouais, c'est la Spice Eye qui m'a été offerte par mon amoureuse. Donc voilà, c'est forcément mon énorme coup de cœur. Avec un logo qu'on aime bien derrière. Bah, oui, qui me rappelle quelque chose. Il me rappelle une émission de radio et puis un mec plutôt cool que j'aime bien. Au cas où on nous écoute. Donc voilà, c'est toi je pense que c'est toi qui en parlerais mieux même que de moi de cette chaussure, mais en tout cas, je peux t'en parler. C'est embrasser ma chérie et la remercier encore pour ce super cadeau. Juste la Spyzac qui est donc un modèle. Alors, c'est une version basse en plus. Par contre, je te conseille d'enlever la petite étiquette blanche qui est dedans, sinon tu ne pourras plus jamais la retirer. Très bien. Une fois que tu auras transpiré, la Spyzac est donc en collaboration avec Spike Lee qui reprend les modèles sur lesquels dont Spike Lee avait fait les publicités. Donc 3, 4, 5, 6. Voilà, il y a un peu de tous ces modèles-là qui sont mêlés. Je trouve elle est très très cool. Et toi, qu'est-ce que tu as eu comme coup de cœur cette semaine? Moi, alors tu vas voir comment ça va rester dans le thème. On parlait des 25 dernières années. Moi, je te repars sur 40 avec un livre que tout le monde doit avoir dans sa collection. Si vous êtes fan de basket, ça s'appelle Courtside. C'est 40 années de photographie NBA par Nathaniel Butler, qui est donc un des plus grands photographes. Pour te dire, les préfaces Adam Silver, Pat Ewing, la postface de Spike Lee. Donc pour te dire, et Théo, je t'ai montré... je te l'avais montré, tu as quelques-unes des plus grandes photos de l'histoire qui sont prises donc par un seul et même homme, et on se rend compte de combien le travail qu'il a dû faire toutes ces années. Donc ça brosse 40 ans de NBA avec des portraits, wow. Vous voyez, voilà, on a même, ça va jusqu'à Clyde, des photos superbes de Lamar Odom, tout ça. Et alors, ce qui est vraiment passionnant, c'est que, pour vous dire, chacune de ces photos est iconique et a fait le tour du monde. Donc, ce qui est sympa, c'est que chaque photo, vous voyez, il y a des commentaires en bas, sont commentés par les acteurs
des photos. C'est-à-dire ici, c'est Nate Robinson qui parle de son concours de dunk. Il y avait ici, bah, c'est Jokic qui parle de lui-même. Donc ça couvre vraiment jusqu'à aujourd'hui. On a même Scotty Barnes. Là, il y a Pat Ewing qui parle de ses actions iconiques, de la manière dont parce que Nat Butler était un peu le confident de tous ces joueurs. Alors, regarde ces photos, bah, c'est lui qui les a prises. Ouais. Pour te dire, incroyable. Et les relations qu'il avait avec Kobe, avec Iverson. Voilà. Donc, un témoignage incroyable. Bon, par exemple, celle-là, elle est en haut du Garden, tout simplement. Si tu allais au Garden. Bon. Tu vois le genre de John Starks. Chaque photo, tu te dis, mais c'est pas possible que ce soit lui. Et tu sais, il y a toujours ces sleeves sur les livres américains. Et derrière, il y a toujours une couverture cachée. Et alors, la photo, elle est là. C'est celle-là, la photo photo du shoot de Ray Allen. Donc, la boucle est bouclée, mon cher ami. Voilà. Lui, LeBron, il savait. Hein. Ouais. Je pense que lui aussi, malheureusement. Magnifique. Donc, c'est Courtside, tu dis, ça s'appelle, hein, le livre. Ça s'appelle Courtside. C'est disponible si vous allez sur une... Alors, même si on préférait faire travailler d'autres gens, mais si vous allez sur une grande plateforme de vente en ligne, vous le trouvez. Moi, je l'ai trouvé là-dessus. Il est livré en 3 jours. Et c'est un livre magnifique. Et c'est vraiment voilà, ça doit être dans toutes les bibliothèques de tout le monde parce que c'est un témoignage déjà 40 ans de la Ligue où on voit les transformations physiques, les transformations, comment les joueurs sont. Voilà, et puis après des photos, l'évolution aussi du travail de photographie sur les angles, sur la manière dont les appareils sont placés, etc. C'est extraordinaire. Courtside. Écoute, je prends note. Est-ce que tu vas enchaîner avec ta relique de la semaine, Pierre ? Ma relique de la semaine, j'espère que vous n'avez pas passé un premier de l'an trop arrosé, toujours avec modération. Et si vous avez démarré le Dry January, bah, vous pouvez couper tout de suite cette retransmission puisque je vais vous sortir le starting line-up des cocktails du restaurant de Michael Jordan en 1995. Je te l'ai montré, Théo, déjà en photo. Il est là. Je l'avais gardé. The starting line-up. Alors, tu as le 23 qui est... avec du Bacardi, on ne va pas donner tous les noms, mais je vous laisse voir les noms des cocktails. Le 23, le Worm, le Croatian Sensation, le Pipin Pina, qui me plaît beaucoup, le Pipin Pina, le Ker Brrr, tu vois ici, et derrière, tu as plus simplement le Café Coffee. Ok. Et le Hot Hand Hopper, voilà. Et après, tu as donc des choses un petit peu plus normales, mais ça reste, voilà. Et juste pour vous dire, le cocktail, $4,75. Le plus cher, c'est $5,25 avec le Steve Kerr. Et donc, ouais, ça c'est vertigineux quand tu vois, t'imagines que c'est pas aujourd'hui. Ça vient du Michael Jordan Restaurant. C'est pas le happy hour, hein. C'est non, qui n'existe plus. Mais voilà, c'était donc un 5 majeur que vous reconnaissez. Et j'ai retrouvé ça dans une boîte et je trouvais ça rigolo. Et ça, tu l'avais ramené de ton voyage à Chicago, ça ? Du restaurant lui-même. Ouais. J'avais gardé, je pense que si je cherche, je dois avoir les petits napkins. J'ai peut-être dû même garder un cure-dent et ce serait un miracle que je n'ai pas volé une fourchette. Très bien. Écoute, ça va être dur de rivaliser, mais moi j'ai quand même une très belle pièce. Il y a quelques semaines, mois de ça, je ne me rappelle plus précisément quand c'était, on avait eu le plaisir de recevoir Nicolas Venancio pour faire un épisode spécial Gasface. On avait fait aussi une petite vidéo en collaboration avec lui dans laquelle il nous avait partagé les images du mec qui avait fait, du pressing qui s'occupait du maillot le plus moche de tous les temps. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été considéré à un moment, ce maillot en tie-dye des Nets. Et donc, comme je vous l'avais dit, Nicolas a fait partie...
C'est un des créateurs d'un fanzine qui s'appelait Gasface, qui est ensuite devenu un magazine de hip-hop français principalement. Pour moi, l'un des meilleurs fanzines, puis des meilleurs magazines de rap en France qu'il y ait eu. Et j'avais tous les numéros, il m'en manquait un, c'était le premier, et il m'a fait la très grande amitié d'en retrouver un pour moi et de me l'envoyer. Donc voilà, il est en parfait état. Donc ma collection est complète. Ça va pas nous rajeunir, hein. Je vais regarder, je sais même pas s'il y a une date là-dedans de parution. En tout cas, il y a du beau monde. Il y a donc Flavor Flav en couverture et en interview. Il y a des interviews de Mr. Leaf. Il y a une interview de Capleton. Il y a des papiers sur une interview de La Rumeur. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Beans, un papier sur les 5% aux États-Unis, un papier sur Thelonious Monk, et même une interview de... attends, que je te retrouve ça quand même. Je voulais la montrer parce que ça, je m'y attendais pas forcément, de François Ruffin. Donc voilà, une interview de François Ruffin en plein milieu de ce Gasface numéro 1. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir l'ajouter à ma collection. Je suis à deux doigts de dire que moi, ce que j'aimerais avoir, c'est le numéro 1 de Rivers. Démerde-toi pour m'en trouver un, parce que je ne l'ai pas. Avec Mustapha Sonko en couverture. Alors ça va, je pense que c'est limite mission impossible malheureusement, parce que effectivement tout ça c'était totalement épuisé. Mais ouais. Je vais fouiller, hein, mais malheureusement je suis pas sûr que ça soit jouable. Je regarderai quand même. Si jamais Théo en dégote un, on vous le montrera avec grand plaisir, parce que c'est toujours très émouvant d'avoir le premier épisode d'une longue aventure comme ça, parce qu'on sait combien de cœur on y met et combien de sueur et de trouille on met dans ce genre de projet. C'est plus la trouille qu'autre chose, de lancer et de fierté. Donc je pense que j'aimerais bien sentir transpirer cette fierté dans le numéro 1 de Rivers. Voilà, à suivre. Ouais, bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de 2025. On vous en réserve plein pour toute l'année. Encore une fois, on vous souhaite que le meilleur pour cette année. Et puis nous, on vous dit à très vite. Salut à tous. Ciao.